Et je voulais aussi en profiter pour poser une question à celui qui doit bien se charger de répondre. Qu'est-ce que vous pensez de la question de la représentativité au niveau des partis politiques? La représentativité, à savoir que vous êtes peut-être tous aussi blancs que moi, je vais être un peu rouge, mais vous êtes bien pâle par rapport à la plupart des gens avec qui je vis, des gens qui m'entourent même à l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions de représentativité? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de crédibilité quand vous venez dans un quartier, comme l'a souligné Madame tout à l'heure, où personnellement je ne vous ai jamais vu? Et vous travaillez, moi aussi, mais personnellement, je ne vous ai jamais vu. Si c'est juste un travail pour vous. Je travaille ici, je travaille à l'école. Oui, vous travaillez dans votre mairie. Après, on ne va pas jouer sur les termes. Vous travaillez à l'école, vous êtes partout, etc. Je connais énormément de monde à l'école. Ils ne vous connaissent pas non plus si on veut rentrer dans. Je ne vais pas jouer là-dessus, mais simplement la question de représentativité. C'est facile de disqualifier comme ça. Non, mais justement, c'était pas le but, mais simplement parce que déjà à l'échelle nationale, quand je regarde la télévision, je vois des gens qui se ressemblent plus ou moins tous. Et là, c'est encore plus grave quand vous venez dans notre quartier, où moi, c'est pas ce que je veux au quotidien. Et la principale force du quartier dans lequel on peut habiter, c'est justement ce mélange. Un mot qui revient souvent, mixité, etc. C'est vrai que c'est beau, mais comment commencer par en être le miroir en fait, de cette mixité? Moi, c'est ce qui me dérange un peu en fait. Voilà. Donc, tu voudras bien. Alors, ce qu'on propose déjà, c'est de mettre fin à ces systèmes d'élections uninominaux, parce que du coup, effectivement, les partis, ils pacifient sur les postes de titulaires. Là, on voit bien, l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est des hommes blancs de plus de 60 ans. Donc, je pense que c'est lié au mode de scrutin. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le scrutin proportionnel à toutes les élections pour que les assemblées soient représentatives de la diversité de la société. Voilà. Moi, je pense que c'est fondamental qu'effectivement il y ait des élus qui ressemblent aux gens qui les représentent et que, voilà, c'est pas la couleur de peau qui importe, c'est aussi le vécu. Et que quand tu vis dans le même territoire, tu vis les mêmes choses. Et que forcément tu es en adéquation aussi avec la réalité du territoire. Après, si on veut parler de représentativité, de la diversité, entre guillemets, on peut regarder sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les bancs du gouvernement. Il y a des gens issus de l'immigration, Jeannette Bouvard, Rachida Dati, Nora Berra, il y en a plein, enfin, je veux dire, et des femmes et des hommes. Moi, j'y vois aucun problème là-dessus, mais je pense qu'un élu, il doit être aussi, quelqu'un qui a investi pour les élections législatives. Je parle des législatives parce que ça nous concerne nous tous autour de la table. C'est quelqu'un qui est issu de son territoire, qui n'est pas parachuté là parce qu'il est issu de l'immigration, parce qu'il n'est pas parachuté là parce qu'il est une femme, mais parce qu'il connaît par cœur son territoire et qui est au cœur des réalités quotidiennes des gens. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et après, si il habite Roubaix et que c'est un rebeu ou que c'est un black, moi j'y vois aucun inconvénient. Et que si Salim Massa a été investie à Roubaix, c'est parce qu'elle connaît le territoire, qu'elle connaît les problématiques. Et que si Slimane Tir est candidat investi par le PS à Roubaix, c'est peut-être parce que lui aussi il connaît son territoire. Enfin, je veux dire, moi j'y vois pas aucun inconvénient. Mais il y a une réalité qui doit être connue des gens. Et en 2007, je te donne cet exemple-là, et il va contre moi. En 2007, la candidate de l'UMP aux élections législatives dans la première circonscription, c'était une parachutée. Elle était issue de l'immigration et c'était une femme. Et ben moi je trouve que c'est mieux d'avoir un mec de 27 ans, qui est peut-être moins expérimenté, qui n'est pas issu de l'immigration, qui n'est pas une femme, mais qui connaît son territoire, qui vit dans le quartier, qui vit à Oisem et qui connaît les problématiques. La question de la représentativité, c'est aussi de savoir qui on veut comme élu. Est-ce qu'on veut juste un mec parce qu'il est black, qu'il est beurre et qu'il est une femme, ou est-ce qu'on veut les gens qui représentent vraiment le territoire au cœur des réalités quotidiennes des gens? Pourquoi on ne s'intéresse pas à vos quartiers? Parce que vous n'allez pas voter et que vous ne vous investissiez pas dans la politique. On ne peut pas vous rendre libre malgré vous.
C'est vous qui allez vous emparer de votre liberté, de votre destin, et qui allez changer votre vie et vos quartiers. N'attendez rien de nous. Excusez-moi, dans certaines zones des quartiers populaires, Ségolène Royal a mobilisé énormément de gens, et notamment de jeunes. Attendez, ça c'est la première chose. Lors de la dernière élection en 2007, pour Sarkozy, ici, la mobilisation a été optimale. Donc c'est faux, les quartiers votent. Il faut arrêter avec ce faux argument. Ils votent pour des gens qui leur parlent, ou contre des gens qui ne leur parlent pas. Les quartiers votent, il faut sortir de cette idée de l'abstention, elle n'appartient pas aux quartiers populaires, elle appartient à toute la France, l'abstention. Juste un truc sur cette question de diversité, moi je pense que ce sur quoi il faut travailler, c'est la question de la représentativité sociale en politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un exercice de la politique qui est de plus en plus professionnalisé, dont sont complètement exclus les classes populaires, et qui n'est pas du tout à l'image de la société. Regardez par les bancs de l'Assemblée nationale, d'où il restait, c'est de pire en pire. Avant il y en avait un peu plus, mais aujourd'hui il doit rester à peine 2 ou 3 ouvriers à l'Assemblée nationale, sur les bancs du groupe communiste, et encore, même, on est même de moins en moins bon. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu d'outils. Hein. Bah oui, mais bon, mine de rien, ils sont quand même issus de l'éducation populaire. Et il y a un travail à faire sur cette question de professionnalisation de la politique et d'accès à des postes de responsabilité de gens clairement qui ne sont pas issus des grandes écoles, qui ne sont pas issus du moule. C'est ça la question, parce que c'est ça d'ailleurs qui nous incite à proposer une 6e République. Honnêtement, un jeune du quartier de l'Île-Sud qui sera, comme on dit, issu de l'immigration, il a plus à voir. Il a plus de choses en commun avec un ouvrier retraité de ce même quartier qu'avec quelqu'un, par exemple, comme Ramayad, qui va défendre au sein du gouvernement Sarkozy des politiques libérales, et puis qui va se côtoyer des gens qui vantent le colonialisme et la grandeur de l'Occident. Donc la représentativité, elle est aussi à hauteur de qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de s'engager en politique ou pas, tu vois. Et il y a aussi aujourd'hui quand même un fonctionnement qui écœure pas mal de monde, à savoir où quand les gens s'expriment sur certains sujets, que ce soit par le vote comme sur le référendum sur la Constitution européenne en 2005, qu'on passe par-dessus leur vote pour passer le traité contre lequel ils avaient voté, que quand les gens ils s'expriment de façon citoyenne contre la fin de la retraite à 60 ans et qu'on leur passe quand même de force, bah, il faut, effectivement, ce genre de truc cumulé aboutit à une diminution de l'engagement citoyen. Tout comme ceux qui sont le plus frappés par la précarité, par tous les coups de la casse des acquis sociaux, des droits sociaux, dont pas mal des gens qui sont issus de l'immigration, justement, qui font partie des classes populaires, font partie de ces catégories qui sont aujourd'hui complètement écœurées. Et donc, ça passe par un renouvellement des pratiques, et puis nous, on se met dedans. Hein. Après, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'engagent en politique. Nous, la difficulté qu'on... si je le savais, tu vois... on serait peut-être meilleur qu'aujourd'hui. T'as raison, Ah bon? Bon, ouais. Bah écoutez, alors, comment se fait-il que vous ayez repéré personne? Attendez, Non, moi, rien que le front de gauche, non mais rien que le front de gauche, alors là, excusez-moi, je discute avec vos leaders nationaux, rien que le front de gauche, on a la question régulièrement, notamment via la CLFE, je suis porte-parole de la CLFE, donc on a discuté avec les Clémentine Autain, sur les partis populaires, il y a un problème, vous dites on y est, on n'a pas vu une seule tête émerger, la seule tête qui a émergé, elle s'est barrée de chez vous. Donc, soyons clairs, ah oui, quoi, c'est pas vrai. Voilà, donc elle s'est barrée de chez vous, on s'en fout, je cautionne pas, je ne cautionne pas, je ne connais pas, j'ai pas envie de connaître. C'est simplement pour dire que le problème il est homogène. C'est pas une question de front de gauche ou de front national, ou de PS et Europe Écologie. Chez Europe Écologie, Eros, vous connaissez Eros, Eros il a le même problème avec Europe Écologie. Voilà. Il y a un problème qui est assez homogène, alors c'est vrai sur la question des femmes, je me vois totalement là-dessus, mais globalement il y a un problème sur la représentativité et c'est l'enjeu aujourd'hui. Un des enjeux, c'est qu'on ne peut pas parler d'égalité, dire dans les quartiers, parler d'égalité. Moi, par exemple, le petit jeune qui est là devant moi, je me demande pourquoi il n'est pas député, lui. On a un député sortant, il a 58 ans, pourquoi c'est pas lui qui est député? Voilà, il y a de vraies problématiques qui se posent aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de renouvellement dans la classe politique, clairement. Si vous êtes capable d'y répondre, faites-le. Si vous n'êtes pas capable, dites que vous ne savez pas, on passe à autre chose. Oui, d'accord. Du coup, je vais répondre, je souscris complètement à ce qu'a dit Joseph de A à Z. Et effectivement, moi non plus, j'ai pas de solution miracle. Je vais pas. Non, mais complètement
problématique elle est large, elle est partagée par tout le monde, et je vais pas mentir non plus, moi je n'habite pas l'île Sud. Je suis même pas lillois d'origine, moi je suis venu à Lille. Moi je suis pas de l'île Sud, et je suis même pas de Lille, je suis breton d'origine, je suis venu à Lille pour faire mes études. Mais je pense que ça m'empêche d'aucune manière de défendre le programme de François Hollande comme je l'ai fait tout au long de la soirée et de défendre notamment ces propositions pour les quartiers délaissés, parce que si j'en suis pas issu, j'ai un certain nombre d'amis qui y sont, j'y milite très régulièrement et ça m'empêche pas du tout de porter des solutions qui sont valables dans toute la France. C'est ce que j'ai fait sur les loyers, sur l'eau, etc. tout à l'heure. Après, sur les instruments, pour arriver à une égalité effective, on va dire, et pas qu'une égalité de papier. C'est simple, c'est une règle stricte de non-cumul, qui est défendue depuis très longtemps par les jeunes socialistes, qui effectivement est un combat de tous les jours, mais qui est un combat de tous les jours, y compris au sein face aux cumulards du Parti Socialiste. Mais c'est vrai, je le dis, mais c'est un combat, et je ne crois pas, pour répondre à ce que disait l'autre personne, non, je ne crois pas que les cumulards soient prêts à lâcher leur mandat. C'est pas vrai, mais c'est justement, on n'obtiendra que ce qu'on leur prendra. C'est qu'en politique, dans la vie, et surtout en politique, on ne fait pas l'aumône. Et les vieux et les cumulards, ils ne font pas l'aumône de leur mandat, donc il faut leur prendre. C'est très très simple. Et donc, non mais c'est vrai, donc c'est un combat qu'il faut mener, il faut s'impliquer, etc. et défendre ces idées-là. C'est pareil pour la parité. Le Parti Socialiste aujourd'hui présente aux élections législatives une parité totale dans les titulaires au niveau national. Alors c'est pas le cas dans cette circonscription, mais voilà, c'est le cas ailleurs. Et effectivement, même si nous on pousse, et c'est vrai, la parité elle est totale, mais elle sera pas, on va pas se mentir, le PS n'enverra pas la moitié de femmes et la moitié d'hommes au Parlement, parce qu'on a trop tendance à envoyer les femmes au charbon dans des circonscriptions ingagnables. Et ça c'est vrai pour tous les partis politiques. Et donc, mais c'est la même réponse, il n'y a pas de... Enfin, si, mais il n'y a pas de... Bon, on verra les résultats. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de réponse clé en main, c'est un travail de long terme. Les deux règles de la parité, François Hollande propose de supprimer le financement des partis politiques qui ne respectent pas la parité. Ça me paraît le minimum. Et d'instaurer une loi stricte sur le non-cumul, ça me paraît être un bon début. Et après, effectivement, c'est par le travail d'éducation populaire et de moyen terme et d'implication aussi des gens dans les quartiers, dans nos organisations, qui sont, je le reconnais, trop souvent sclérosés et où les débats ne sont pas forcément compréhensibles parce que les gens parlent avec des codes qu'on ne maîtrise pas, etc. C'est une vraie question qu'on pose et il faut que chacun s'implique et vienne nous bousculer, nous, dans notre petit... Ouais, complètement. Mais il faut que les femmes et la diversité investissent tous les partis et ils foutent le bordel. Exactement. Ça en sortira pas autrement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors j'aimerais très synthétiquement poser une question à tous les partis en général et en particulier au Parti Socialiste sur la question, donc je vais sortir un peu du sujet, sur la question de la politique étrangère qui va être menée par François Hollande lorsqu'il sera élu, notamment sur la question du conflit israélo-palestinien. Quelle position va-t-il prendre par rapport à la politique d'apartheid menée par l'État criminel d'Israël à l'encontre des Palestiniens, de la présence de la France en Afghanistan et en Irak? Donc ça, c'est la première des choses, et je veux une réponse claire. Deuxième des choses, sur la question de l'islamophobie qui est aujourd'hui galopante. Le Sénat, sitôt passé à gauche, a adopté une loi discriminatoire stigmatisant la femme musulmane au nom d'une laïcité truquée, falsifiée, dénaturée. Et j'aimerais que vous vous prononciez sur la question de la laïcité notamment. Exactement. Donc la question de la politique étrangère, la question de l'islamophobie et la question de la laïcité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, très brièvement, je termine, je conclue. Aujourd'hui, il faut cesser de désigner un bouc émissaire qui va endosser tous les problèmes et les maux de la société, de désigner à la vindicte publique une communauté en particulier, la communauté musulmane, comme le fait si bien la droite et l'extrême droite, n'en parlons pas. Donc ça c'est une chose, quelle sera la position de François Hollande par rapport à ça? Parce que là je termine juste par une citation de Gandhi qui disait que la société on la juge à son traitement des animaux. Aujourd'hui je dis qu'une société on la juge à son traitement des minorités. Donc comment allez-vous vous positionner par rapport aux minorités? Et je termine. Alors, juste pour rebondir un peu sur l'extrême droite, je vais juste vous dire une chose, que vous le vouliez ou pas, la France de demain se fera et se construira avec la présence des émigrés, des étrangers et des musulmans, et qu'elle sera à l'image de son drapeau. Pour la question des troupes en Afghanistan, il a été très
très clair. Il a dit que ça serait sa première décision. C'est à la réunion de l'OTAN, où je ne sais plus, juste après l'élection, il y en a une genre 15 jours après, d'annoncer le retrait pour la fin de l'année 2012 des troupes françaises, des troupes militaires françaises en Afghanistan. Pour le conflit israélo-palestinien, j'avoue que je n'avais pas préparé la question. Je ne sais pas exactement, je regarde sur le programme là et on peut en discuter à la fin. Je te dis, voilà, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas exactement. À mon avis, la position, on ne va pas se mentir, c'est pas François Hollande qui sera élu, une fois élu, qui dira qu'il y a la paix en Palestine, etc. Le Parti Socialiste, c'est depuis très longtemps la reconnaissance d'un État palestinien indépendant. Donc voilà. Sur la question de la politique étrangère, le Front de gauche, il se prononce premièrement pour la sortie de la France de l'OTAN, une organisation atlantiste qui règle les impératifs de la politique étrangère sur la logique occidentale de l'Amérique du Nord. Ça, on n'en veut plus. Du coup, on est également pour le retrait des troupes d'Afghanistan qu'on réclame depuis plusieurs années. Concernant la Palestine, on affirme le droit du peuple palestinien à un État et en tant qu'organisation politique, on est engagé dans l'opération de boycott et de désinvestissement vis-à-vis d'Israël, dont on condamne la politique criminelle aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot, à l'égard du peuple palestinien. On est également pour l'arrêt de la présence des troupes militaires françaises à l'étranger. Je pense notamment aux milliers de soldats français qui sont aujourd'hui positionnés dans nos anciennes colonies africaines et à tout le système qui va avec de mainmise économique sur ces anciennes colonies africaines avec ce système de la France-Afrique. Concernant l'islamophobie, évidemment, on combattra par tous les moyens l'instrumentalisation par quelques-uns qui ne veulent pas poser les vraies questions, c'est-à-dire la question de la propriété sociale des outils économiques, la question de la répartition des richesses, et qui ne trouvent à chaque élection rien de mieux à faire que d'opposer les gens entre eux, c'est-à-dire ce sont ceux-là qui vont opposer les chômeurs aux gens qui travaillent, qui vont opposer les agents du service public aux salariés du privé, qui vont opposer le français de parents étrangers ou les étrangers eux-mêmes aux français de plus longue date. Donc ça, pour nous, c'est de la vulgarité politique et on le considère avec le mépris le plus profond. Concernant et on mettra en place des dispositifs anti-discrimination via une loi cadre sur le sujet. Il y avait une troisième question, c'est sur la laïcité, notamment l'islamophobie. Moi je pense que la laïcité elle doit être au cœur de notre société et que quand on fait une loi contre la burqa, c'est pas pour stigmatiser des gens, parce que c'est une réalité et que même c'est pas la peine de faire de dodeliner. C'est une réalité dans le quartier, à Moulins, à l'Île-Sud, il y a des gens qui portent la burqa. Mais je m'en fous, ça ne doit pas être. Parce que tout simplement, la République se vit à visage découvert. Et que si vous ne respectez pas la laïcité, vous ne respectez pas la République. Et que ça doit être au cœur des valeurs de notre société. Voilà, c'est tout. Maintenant sur la question de la laïcité, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est le respect de la neutralité. La foi ne doit pas être intégrée dans le quotidien. La foi ne doit pas être intégrée dans le quotidien. Elle ne doit pas aller à l'encontre des valeurs de la République. Elle ne doit pas aller à l'encontre des valeurs de la République. Si, mais c'est pas faux. Mais je connais très bien mon sujet. Je vous dis simplement que la foi doit rester dans le domaine privé et que la religion doit rester dans le domaine privé. Moi, je suis catholique, je ne le dis pas à tout le monde, je ne le porte pas en bandoulière. Voilà, c'est tout. Je termine juste en disant, mais c'est pas la peine de crier plus fort que moi. Je dis simplement, c'est tout, c'est ce que je pense. J'ai le droit de le penser, vous avez le droit de penser autre chose. Non, la laïcité appartient à tout le monde. La laïcité, mais bien sûr, la laïcité, c'est le cadre commun. Vous citez une fausse laïcité.
Ce n'est pas ça la laïcité. La définition que vous avez donnée est fausse. À partir du moment où elle est fausse, vous avez un problème d'éducation, je vous en... Non, je suis pas d'accord. La religion, c'est dans la sphère privée. C'est dans la sphère privée, c'est pas un problème d'éducation. C'est dans la Constitution. La laïcité garantit la liberté de conscience et de culte de Oui, chaque individu. mais Et pas la en neutralité de l'État. Et la question aux de autres. l'espace privé et de l'espace public. Déjà, il va falloir... La charia n'a pas sa place. Laissez-moi terminer. Quel rapport avec la charia? Quel rapport avec la charia? Donnez-moi le micro. Faut que je réponde. Non, mais là. C'est une bêtise. Mais c'est intéressant là. On est dans le vif du sujet là avec le MP. Pourquoi il parle de la charia? Ça n'a rien à voir. Respectez-moi, madame. Allez, ça devient intéressant là. 30 secondes en moins. Monsieur, je me permets de vous donner un cours sur la laïcité, monsieur. Déjà, pour bien définir. Non, mais monsieur, je vais vous donner un cours, je me permets de vous le faire. L'espace privé, l'espace public. Vous savez pas ce que c'est que la Constitution, déjà, monsieur. Vous savez pas ce que c'est. L'espace privé, l'espace public. Vous savez ce que c'est? L'espace public, ce sont les institutions, ce n'est pas la rue, contrairement à ce que vous dites. Et l'espace privé, c'est l'espace intime de la liberté de conscience. Et c'est ça la véritable définition de la laïcité. C'est garantir la liberté de conscience, la liberté de culte. La liberté de culte et la neutralité de l'État, c'est ça les trois principes fondamentaux de la laïcité 1905, pensée et initiée par Aristide Briand. Et quand vous imposez le port du voile... On n'a pas imposé le port du voile. Monsieur, on n'a pas imposé le port du voile. Certaines idéologies... Eh, vous avez perdu tous les points là. Personne n'a rien imposé. Dans mon travail au quotidien, effectivement, on rencontre des jeunes qui, comme tu l'as dit, veulent réussir, qui ont des difficultés scolaires pour apprendre parce que dans leur quotidien, chez eux, ils n'ont pas de possibilités, ou auprès de leurs parents, ou parce qu'ils n'ont pas les conditions de vie suffisantes pour pouvoir apprendre correctement. Donc le soutien scolaire, c'est pas un pansement sur une jambe de bois, c'est une vraie solution. Alors, juste pour rappeler ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait et concrètement à l'issue, comment ça se manifeste. Il y a eu 6 réseaux d'aide pour les enfants en difficulté qui ont été supprimés, dont Richard Wagner, là, qui est sans être ici. Il y a eu des postes d'enseignants supprimés, il y a eu des écoles qui ont été fondues l'une avec l'autre pour créer les plus grandes écoles. Alors là, comment après bien connaître les enfants, comment accueillir les parents, comment gérer les problèmes rapidement. Voilà. Pareil, il y a le collège Jean Zé à Fache, le lycée Montebello qui accueille les enfants du quartier où il y a eu des postes qui ont été supprimés. Ensuite, le gouvernement a supprimé la carte scolaire et ça a été dramatique pour le quartier car ça va totalement à l'encontre des questions de mixité sociale. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de construire des établissements à taille humaine à la jonction entre les quartiers. C'est de remettre en place une carte scolaire plus pertinente, de réduire le nombre d'élèves par classe. Et une des mesures qu'on peut prendre tout de suite aussi, c'est arrêter ces suppressions de postes, parce que quand même les RASEN, les réseaux d'aide pour les enfants en difficulté, c'est des structures qui existent au sein de l'éducation nationale, ce sont des personnels de l'éducation nationale, qui permettent de remettre un pied à l'étrier pour les enfants qui ont un petit peu décroché. Voilà. Ça évite de faire appel à des structures privées par exemple. En France, on ne peut pas virer les enfants. C'est pour ça que nous proposons une chose. Nous proposons que les enfants qui perturbent soient retirés du système scolaire traditionnel, un système scolaire spécialisé, afin de permettre à l'immense majorité des enfants ici qui veulent s'en sortir, qui veulent accéder, de pouvoir y arriver. Mais oui, mais si vous voulez, ne pas exclure cette culture de halte à l'exclusion vous conduit à une chose très simple, c'est que vous mettez tout le monde au niveau de l'égalité de celui qui refuse de travailler. Et c'est inverser la logique, ce n'est pas rendre justice que de mettre celui qui veut travailler avec celui qui ne veut pas travailler sur le même pied d'égalité. Moi j'ai enseigné, j'étais professeur. Dans une classe, si on veut permettre aux enfants d'accéder, il faut permettre aux enfants
de pouvoir être élevé et éduqué dans la paix et pas dans la violence. C'est la première liberté. Alors, c'est chacun a ses responsabilités. Mais n'attendez pas que l'État qu'elle vous invente la solution. Vous avez vos responsabilités, tous. Quand un enfant perturbe une classe, cet enfant-là, il est bien l'enfant de quelqu'un. Donc Nathalie Etienne, je suis prof à la fac de droit en sciences politiques et par ailleurs militante du Front de Gauche. Et j'ai aussi une particularité, mais c'est pas présenté comme ça, c'est d'être aussi une enseignante de, je ne sais plus ton nom, qui n'est pas seulement qu'un habitant de l'Île-Sud, qui est aussi un étudiant en sciences politiques. Un étudiant en sciences politiques à la fac. À la fac où il n'a pas eu besoin de passer par un programme d'aide spécifique pour être l'IEP, pour avoir une formation d'excellence, parce que j'estime que la formation que je contribue à lui donner avec d'autres de mes collègues, fonctionnaires d'État de l'enseignement supérieur, public comme l'IEP, mais à la fac, c'est aussi un enseignement d'excellence, et qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les IEP pour avoir un enseignement en sciences politiques qui est excellent. Donc, ça c'est très important, et il n'y a pas eu besoin, il l'a fait tout seul, etc., grâce à sa passion, grâce à son... Bref. Donc il faut faire très attention. Alors, bon, quand j'entends le monsieur de... je sais plus, enfin... vous me dites, on va aider les jeunes à rentrer dans les écoles de commerce. Mais vous savez comment ils sont formés, les jeunes, dans les écoles de commerce? Vous savez quelles valeurs on leur... C'est ça que vous voulez pour la jeunesse de ce pays? Former les jeunes à des valeurs du management, du marketing. Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. Ensuite, vous parlez des valeurs et des responsabilités des parents. Mais moi, j'en connais plein. J'ai plein de parents, cadres supérieurs, qui malheureusement, de copains qui sont cadres supérieurs, qui sont parents, malheureusement, ils rentrent chez eux à 19h30 ou 20h parce qu'ils sont pressés comme des citrons. Ils ne peuvent pas faire les devoirs de leurs enfants. Simplement, ils peuvent payer des jeunes filles au père, en plus pour leur faire parler anglais jusqu'à 20h, etc. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est parce que vous me racontez. C'est pas de dire que les enfants, les parents qui maîtriseraient moins bien le français que d'autres, c'est ça le problème pour faire les devoirs. C'est pas ça du tout. Quand vous avez des parents qui font faire les devoirs pour dire à leurs gamins, comme moi j'en ai vu en fac, des fils à papa qui arrivent, leurs parents, bien sûr, ils ont bien appris à écrire, à lire, à bien parler français, mais on leur donne en quoi comme valeur? La compétition, fais mieux que ton voisin, donc ça va pas. Donc bien sûr il faut de l'autorité, mais il faut des valeurs, on transmet des valeurs, et les parents, ils sont pas, les parents ne sont pas tout puissants sur leurs enfants. Les parents ne peuvent pas tout sur leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez parlé pour Dieu, vous savez le problème de la croyance en l'école. Ce qui est le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gamins, ils ne travaillent plus à l'école parce qu'ils ne croient plus que leur titre scolaire leur permettra d'avoir un poste à la hauteur de ce titre. Et ça, c'est pour Dieu. C'est le décalage entre les titres possédés et les espérances d'accès à des emplois. C'est ça les vraies questions. C'est pas de prendre des règles et taper sur les doigts des enfants. Juste une petite question. Là, il y a une assignation de l'État pour contrôle au faciès, vous avez déjà entendu parler. Je suis porte-parole du collectif aussi contre le faciès. Quelle est la position de votre parti là-dessus, clairement, et quelle est votre position personnelle là-dessus? J'aimerais votre réponse. Vous n'êtes pas au courant? On vient d'opérer une assignation de l'État pour contrôle le faciès. Voilà, il y a 15 pays. Pardon? Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai pas compris? On vient d'assigner l'État pour contrôle au faciès. Voilà. Quelle est la position de votre parti là-dessus et quelle est votre position personnelle en tant que députable là-dessus, s'il vous plaît? Sur le contrôle au faciès, effectivement, l'État a été assigné, il y a une association où des gens ont porté plainte aujourd'hui, ou hier. François Hollande se propose d'instaurer une attestation de contrôle d'identité assortie d'une circulaire pour inciter les policiers à arrêter ce contrôle au faciès qui est absolument insupportable. Qu'est-ce que c'est cette attestation? C'est à chaque fois qu'on est contrôlé, on a un récépissé de contrôle d'identité qui empêche d'être contrôlé la prochaine fois et qui aura valeur devant la justice. Parce que je vous rappelle que le contrôle d'identité, c'est la seule procédure procédure du code pénal qui ne se traduit pas par un élément écrit et qui peut être justifié et utilisé pour la justice.
Donc voilà ce que propose François Hollande pour mettre fin au contrôle au faciès. Concernant le contrôle au faciès, on est pour mettre en place un dispositif qui limite ces contrôles au faciès, qui les encadre, avec une obligation de déclaration par la police d'attestation de contrôle d'identité. Voilà, ce qui est le minimum pour inverser le rapport entre les jeunes et le service public de sécurité. Sur les contrôles au faciès, c'est intolérable, et je suis clair là-dessus. Ça veut dire que quelqu'un qui, un membre des forces de sécurité qui va contrôler simplement une personne parce qu'elle est issue de l'immigration, qu'elle est beurre, qu'elle est black, et juste parce qu'elle a une tête qui ne lui revient pas, c'est intolérable. Donc il faut dénoncer ces faits-là, et il faut qu'ils soient condamnés. Voilà, tout simplement. Ça c'est ma position personnelle. Je ne sais pas quelle est la position du gouvernement et de l'UMP sur le sujet, mais en tout cas sur cette position-là, pour moi c'est intolérable. Voilà. Par contre, un blâme pour l'UMP, parce que l'UMP dit que les contrôles faciès n'existent pas. D'accord, bah, je pense que ça existe. Voilà.